Cet épisode vous est proposé par Oakley, partenaire officiel du Paris-Roubaix. Salut à tous et bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un cycliste. Et aujourd'hui, on a délocalisé le studio. Justement, on est à quelques jours de Paris-Roubaix et on se met au sein de la team Tudor Pro Cycling avec notre partenaire Oakley. Et pour ce podcast, on vous emmène donc au cœur de la team avec différents angles. Pour commencer, un athlète à quelques jours justement de ce départ de l'enfer du Nord pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui se cache, quel est le stress d'avant-course aussi qui est présent chez les athlètes. Ensuite, on va recevoir le responsable de l'innovation de la team Tudor Pro Cycling pour comprendre un petit peu l'impact de l'aéro, l'impact des différentes pressions de pneus, tout ce qu'on voit un petit peu parce que c'est quand même une guerre mécanique cette course. Et pour finir, la team Oakley qui nous accompagne dans le cadre de cet épisode sur justement la partie aérodynamique de leur nouveau casque et de leurs nouvelles lunettes qui va accompagner les athlètes sur Paris-Roubaix. Bienvenue Arthur sur ce podcast de Dans la tête d'un cycliste. On se situe à quelques heures, quelques jours de Paris-Roubaix. Comment tu te sens avant cette fameuse course ? Je pense que j'ai hâte de commencer mon premier Paris-Roubaix. On a fait la reco, donc je suis prêt, le matos est prêt, donc j'ai hâte de commencer la course. Et justement, en off, on en discutait, tu nous parlais de cette fameuse reco. C'est combien de jours un petit peu avant qu'on fait cette fameuse reco ? Est-ce qu'on l'a fait de façon dynamique ? On fait qu'une partie ? Comment ça se passe ? Donc cette année, on a fait la reco un peu en deux parties. La première partie jeudi, c'était une partie un peu plus longue, plus intensive du carrefour de l'Arbre, de la Trouée d'Arambert jusqu'au carrefour de l'Arbre. Ok. Donc là, on essaye d'un peu avoir un bon feeling sur les secteurs pavés, introduire un peu d'intensité. Et aujourd'hui, c'était un peu plus calme pour reconnaître la première partie avant les secteurs pavés. Donc l'approche avant les secteurs. Et puis les 5-6 premiers secteurs jusqu'à la Trouée d'Arambert. Donc on a fait tous les secteurs, mais en deux parties, quoi. Et tu dis, on essaye d'avoir un bon feeling, une bonne approche de ces secteurs pavés. Justement, toi, comment tu te sens là avant cette fameuse course ? Est-ce que tu as un bon feeling sur ces secteurs pavés ? Est-ce que tu as peur un petit peu de la météo ? Là, il fait très très beau 2 jours avant cette course, mais potentiellement, il risque d'y avoir un petit peu de pluie. Comment tu appréhendes cette partie-là, toi ? Ouais, après, j'espère que ce sera sec. Après, quand on fait la reco, on essaye un peu de tester les pressions pour un peu sentir la différence entre les pressions et les roues. Et donc, je pense que ça, c'est un point très important de vraiment avoir le matériel en ordre. Et après, c'est un peu trouver les lignes sur les pavés où on peut rouler sur les bas-côtés, où c'est mieux de rouler au milieu. Et je pense que le plus important, c'est la vitesse. Le plus vite qu'on est, le plus facile que ça devient. Donc, je pense que surtout à la fin d'une course, quand on ralentit, c'est là que c'est le plus dur. Ouais, c'est sûr, et comme tu dis, il faut repérer les bons endroits et on se dit, quand tu le fais en reconnaissance avec la team, c'est peut-être faisable, mais quand tu es à l'intérieur du pack, comment on appréhende cette partie-là ? Est-ce que vous avez une stratégie d'aller vous placer à un moment donné dans la course avant d'entamer un secteur pavé ? Est-ce que tu te retrouves là où tu te retrouves et puis tu verras ce qui se passe ? Comment on appréhende un petit peu ça en tant que cycliste ? Je pense que ça dépend un peu. Avant les premiers secteur, tout le monde veut être devant, donc il faudra vraiment faire un gros boulot pour être placé. Et après, une fois qu'on est vraiment dans la course, c'est plutôt suivre et essayer de toujours se replacer après les secteurs, parce que pendant les secteurs, on ne peut pas vraiment gagner beaucoup de place. Ou si on se replace, c'est un risque, parce qu'on risque plutôt de crever, alors qu'au milieu, c'est un peu plus sûr, on va dire. Et Arthur, pour les auditeurs qui nous écoutent, qui sont des cyclistes amateurs, certains aussi cyclistes professionnels, toi, ta famille, a un enfant de 5 ans, comment tu décrirais cette fameuse course de Paris-Roubaix ? On la surnomme souvent l'enfer du Nord. C'est quoi un petit peu, toi, les mots et les émotions que tu pourrais mettre dessus ? Je pense que c'est une course assez magique où beaucoup est possible. Je pense que beaucoup de gens ont beaucoup de malchance, mais on peut toujours revenir dans cette course. Donc, il faut toujours continuer à rouler, continuer d'essayer de retrouver le début de la course, quoi. Ouais. Donc, je pense que tout est possible sur cette course. Après, il faudra avoir les jambes, il faudra avoir le mental pour aller faire la guerre, on va dire. Il faudra être prêt, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a plein d'éléments à mettre en place. Et je vais revenir sur un élément dont tu as fait part, qui est la pression des pneus, justement, cette accroche que tu peux avoir sur les pavés. Et on en parlait pendant l'installation justement de tout le setup. Tu nous disais que finalement, tu avais déjà fait la course quand tu étais junior, mais que ce n'était pas les mêmes
les mêmes tailles de pneus. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments sur la taille de pneus, la pression? Comment vous appréhendez ça? Est-ce que c'est par rapport à ton poids? Est-ce que c'est pareil pour toute l'équipe? Est-ce que ça dépend vraiment de l'athlète? Oui, je pense que quand je roulais en junior, j'ai fait Paris-Roubaix avec des pneus de 28 mm. Aujourd'hui, on roule sur des 32 mm, donc c'est quand même une grosse différence. Après, avoir des pneus plus larges, ça permet d'aller moins bas en pression. Okay. Donc après, c'est plus de confort sur les pavés. Et donc, ça permet de rouler plus vite. Après, la pression dépend un peu de chaque coureur, du poids et aussi de la réactivité qu'on peut avoir. Donc, moi, je suis autour des 3 bars, donc ce qui est assez bas par rapport à une course normale où on est plutôt autour des 5, 5,5. Ah ouais, il y a vraiment une grosse différence que tu viens mettre en place justement entre des courses classiques et ce fameux Paris-Roubaix, quoi. Ouais. Ok. Et la pression, c'est une chose. On a souvent la partie aussi aéro, rendement. Tu me parlais de vitesse. Quel est l'impact de tout ça sur une course, justement, où il faut avoir une certaine vitesse, comme tu le disais? Donc là, tu me dis que tu mets une pression qui est un peu moindre dans les pneus. On regardait tout à l'heure les nouveaux casques que vous avez qui sont aéro, vos positions qui sont aéro. C'est quoi un petit peu la partie des gains, j'ai envie de dire, marginaux qui sont présents sur pas mal de courses? Est-ce que là, c'est un facteur autant clé pour aller chercher la gagne sur une course comme Paris-Roubaix? Je pense que c'est toujours un facteur clé. Après, il faut quand même dire qu'il faut aussi essayer d'avoir le confort et aussi être sûr de ne pas crever ou au moins de mettre la chance de son côté, parce que si on crève, on perd tous les avantages. Donc c'est aussi, parfois on a des équipements qui peuvent être un peu plus aéro, mais où on a la possibilité d'avoir plus de malchance. Donc je pense que l'équipement reste le même, le vélo est le même. Après, la seule différence, c'est les roues et les pneus, en fait. Et on voit qu'il y a quand même cet élément crevaison qui est très important, comme tu le dis. Sur une Roco, par exemple, au sein du groupe, est-ce qu'il y a eu de la crevaison ou alors justement, c'est pas arrivé? Non, j'étais assez étonné. On n'a pas eu une seule crevaison, donc okay. Je touche du bois. J'ai juste, je pense que je suis le seul à avoir perdu un bidon, donc on n'a pas beaucoup eu de malchance. Et mentalement, toi, comment tu te prépares face à une course comme ça qui, comme tu nous le disais en plus, il y a quelques jours, j'ai envie de dire, tu étais déjà sur une grande classique sur le Tour des Flandres. Là, tu vas t'engager sur Paris-Roubaix. Donc il y a toute une partie physique, mais la partie mentale, comment tu te sens justement à quelques heures là, de ce départ? Je pense déjà de faire la reco, ça aide d'être prêt mentalement parce qu'on peut vraiment visualiser les secteurs et être prêt pour l'approche avant le secteur. On sait où se replacer. Je pense que ça, c'est important de vraiment avoir la course en tête, de visualiser où on peut remonter dans le peloton et aussi d'avoir les secteurs en tête, quoi. Et sur une course comme ça, on voit que l'esprit d'équipe est très très important. On a vu un petit peu la sélection des athlètes qui allaient faire cette course. Est-ce qu'il y a une stratégie qui est donnée au début? Toi, c'est quoi un petit peu le rôle que tu viens prendre au sein de cette formation de la Tudor? Alors, je pense que la stratégie exacte, on va la définir samedi, mais je pense pour moi, personnellement, j'aimerais être en échappée. Okay. Après, tout le peloton va être en échappée, ou la plupart du peloton va être en échappée dimanche, donc c'est pas facile de l'intégrer, mais je pense que c'est un bon moyen d'avoir un coup d'avance sur les très grands favoris comme Van der Poel ou Pogacar. Et comment on appréhende justement ces grands favoris-là? Est-ce que pour aller chercher cette gagne, on voit que Pogacar vient de s'engager, un petit peu tout l'éclairage est sur lui, on se dit qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce que ça va donner? C'est quoi un petit peu les stratégies qu'on peut imaginer mettre en place pour aller prendre des points et des mètres d'avance et des minutes même d'avance sur des athlètes comme ça pour essayer de gagner ce fameux Paris-Roubaix? Je pense que l'important, c'est déjà qu'on roule vraiment en équipe, parce que c'est qu'en équipe qu'on peut le battre. Et après, il faudra trouver le bon moment pour trouver un coup d'avance, pour être devant lui, pour vraiment essayer d'anticiper un peu la course et d'essayer de gagner de cette manière-là. Et s'il pleut, on n'a pas envie de parler de météo, mais on se rend souvent compte que quand il pleut à Paris-Roubaix, il y a beaucoup de cartes qui sont rabattues. Toi, la reconnaissance, tu l'as fait que sur portions sèches ou alors tu avais eu l'occasion aussi de la faire sur des portions qui étaient mouillées? Non, j'ai que fait sur portions secs. Après, j'ai fait un peu de cyclocross en junior. Après, je pense que la pluie, ce sera pour tout le monde. Et je pense que ça ne change rien au placement avant les secteurs. Donc je pense que c'est vraiment dans les secteurs que ça peut faire une différence, surtout avec les chutes. Donc je pense que c'est important, d'autant plus important d'être à l'avant du peloton
quand on entame les secteurs. Et Arthur, nous, quand on regarde vos vitesses en tant qu'amateur, on se dit mais c'est affolant. Quand je regardais l'année dernière, ça se gagne à 48 de moyenne, si je dis pas de bêtises. Sur une reconnaissance comme ça, vous roulez à quelle vitesse à peu près ? J'ai pas regardé exactement la moyenne, mais je pense que les secteurs, plus ou moins, c'était à 40 km/h après. 40 km/h. Après, on essayait déjà d'essayer un peu d'avoir le rythme de course. Après, on n'avait pas tout l'équipement de course, donc l'aérodynamisme va jouer encore un rôle. Okay. Je pense qu'on sera encore un peu plus rapide sur les secteurs. Et aussi, avec les spectateurs, ils nous abritent un peu du vent. Et dans la reco, on avait vent de face, donc on sera encore plus rapide avec le vent dans le dos dimanche. Ouais, normalement, c'est sûr que les conditions sont vraiment, on va dire, favorables pour vous avec ce fameux vent de dos. Et quand on est jeune comme toi, si je dis pas de bêtises, tu es né en 2000 quand on a préparé cet épisode, c'est ce qu'on avait trouvé comme information sur toi. Est-ce que les plus grands, tout à l'heure on voyait en conférence de presse un des athlètes qui a fait justement 12 Paris-Roubaix, ils vous partagent quoi ? C'est quoi leur petit secret que toi tu pourrais donner à nos auditeurs qui veulent prendre leur vélo et faire la classique Paris-Roubaix en amateur ? C'est quoi un petit peu ces insides pour que toi, justement, tu puisses vivre une belle course ? Oui, donc aujourd'hui, par exemple, je parlais un peu avec Fabian et on entrait le deuxième secteur et il me disait s'il pleut, il y a toujours un petit puits où tout le monde tombe. Donc c'est des petits trucs comme ça qu'on essaye d'intégrer dans la tête, quoi, d'avoir en tête pour dimanche. Et je pense qu'en général, c'est pas sur les pavés qu'on fait toujours la différence, donc c'est important de rouler bien au milieu des pavés parce que c'est là où c'est le plus facile, normalement. Après, parfois on peut rouler sur les bas-côtés, mais il y a plus de risques parce qu'il y a plus de petits cailloux où on peut crever plus facilement, quoi. Et en termes de douleur musculaire, tu vois, quand on roule sur des routes qui sont bien plates, un beau goudron, c'est ce qu'on dit un billard, et tu vois, on a vraiment des vitesses qui sont impressionnantes. Là, quand tu fais une reco de Paris-Roubaix, est-ce que tu es cassé au niveau du haut du corps ou alors ça va finalement pour toi ? Non, je veux dire, pour l'instant, ça va. Après, on a le luxe d'avoir des massages chaque jour. Ouais. Mais je pense que aussi mes mains, j'ai pas de cloche pour l'instant. Après, j'ai quelques camarades de l'équipe qui ont déjà les mains un peu abîmées, on va dire. Donc, je pense que sur ce côté-là, j'ai de la chance. Et Arthur, pour finir, une dernière question. Si je devais être avec toi le matin justement de cette épreuve du Paris-Roubaix, quelques heures puis minutes avant, c'est quoi un petit peu la routine que tu pourrais partager à nos auditeurs ? Qu'est-ce qui se passe dès le réveil justement ? Je pense que dès le réveil, le petit déj, c'est très important parce qu'il y a quand même 260 km à faire. Et je pense qu'après, c'est encore une fois regarder un peu le parcours et se préparer avant le départ et avoir une bonne ambiance dans le bus avec de la musique pour un peu se mettre dans le mood de cette course, quoi. Et le petit déj qui est important, c'est quoi justement un petit déj avec toi, Arthur ? Oh, ça dépend. Je suis pas très strict là-dessus. Après, on a des guidelines, combien de glucides on va manger. Mais après, j'essaie de traquer ça un peu. Mais après, je pense que ça peut varier du pain au porridge. Ok. Bon, bah écoute, je te souhaite vraiment le meilleur pour cette course de Paris-Roubaix. J'espère te voir dans l'échappée, justement, que tu réussisses à intégrer cette fameuse échappée. Et je te dis à très vite. Merci à toi. Merci. À très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao. C'était la première partie du podcast avec Arthur. On se rend compte qu'il a une volonté d'aller justement dans cette échappée. Désormais, on va recevoir Kurt, qui est le responsable innovation de la team Tudor Pro Cycling. Justement, pour commencer, il y a toujours ce débat entre préparation physique et gain matériel. Toi, tu places où justement cette fameuse différence ? Oui, c'est une bonne question. En fait, on sait très bien qu'il y a un humain sur le vélo. Et je pense que c'est vraiment important de comprendre qu'il a des capacités physiques, qu'il doit prendre des décisions tactiques. Il doit aussi faire le bon choix technique, mais on sait aussi que les vitesses deviennent de plus en plus élevées et que l'innovation et l'équipement prennent une place de plus en plus importante à mesure que le cyclisme évolue. Donc je pense qu'il y a toujours un équilibre, mais on observe clairement un basculement vers l'innovation technologique, ce qui explique en grande partie pourquoi les vitesses augmentent dans le cyclisme. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu le dis, la concurrence est vraiment rude et vraiment dure. Quel est selon toi l'impact de, plus que le matériel, l'impact vraiment de l'aérodynamisme ? Oui, on voit dans les courses, surtout dans les classiques, que les attaques et les moments décisifs arrivent de plus en plus tôt avec des cassures. Donc on sait que dans ces moments où le peloton se coupe, l'aérodynamisme et la vitesse deviennent vraiment, vraiment importants. Ce n'est pas que de mauvaises performances aérodynamiques
te font forcément perdre, mais je pense que ça augmente clairement tes chances de gagner et ça améliore vraiment tes opportunités de ce point de vue-là. Alors, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'aéro, le matériel, tout ça a un impact vraiment important. Et pour les amateurs qui nous écoutent, qui nous suivent, on se dit, quel est l'impact sur nous entre le confort, mais aussi l'aérodynamique. Une des questions que j'ai envie de te poser, c'est de comprendre justement comment on mesure cette fameuse situation aérodynamique sur un athlète. Est-ce qu'on va en soufflerie? Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place? Comment on mesure tout ça? En ce qui concerne la mesure de l'aérodynamisme, au sein de l'équipe, on utilise plusieurs méthodes différentes. On utilise la dynamique des fluides numériques, qui consiste à faire des simulations mathématiques par ordinateur. On fait des tests en soufflerie, des tests sur vélodrome et aussi des tests en conditions réelles. Pour cela, on équipe le vélo de capteurs spécifiques pour mesurer en extérieur dans le monde réel. Et chacune de ces techniques a ses forces et ses limites. Quand on fait des tests en soufflerie, on peut avoir confiance dans la répétabilité des résultats, mais on sait aussi que ce n'est qu'une simulation, ce n'est pas le monde réel. En extérieur, on est dans des conditions réelles, mais il y a beaucoup d'autres facteurs à prendre en compte, tels que le vent, la circulation, les turbulences, plein d'éléments qu'il faut surveiller. Pour construire une vision vraiment unifiée de ce qui se passe, en ce qui concerne les produits, on sait que l'aérodynamisme est le principal obstacle à surmonter. On estime que peut-être 80% de toute l'énergie que vous dépensez est consacrée à l'aérodynamisme. Et ce pourcentage augmente à mesure que la vitesse augmente. Surtout quand on parle de courses plates comme Roubaix. Dans ce contexte, on cherche à transformer autant d'énergie que possible en vitesse. C'est une grosse exigence, mais on sait aussi qu'une course comme Roubaix dure 5, 6, voire 7 heures, et que le confort et la capacité à utiliser le produit sont aussi des éléments essentiels. On a vraiment de la chance d'avoir des partenaires comme Oakley qui apportent énormément de connaissances sur l'ajustement, l'optimisation du confort, parce qu'on peut avoir le produit le plus rapide du monde, mais si on ne peut pas le porter, alors en réalité, ce n'est pas un avantage. Donc c'est clairement un aspect qu'on prend en compte aussi, même si ce n'est pas simple, ces éléments sont parfois en concurrence. Mais oui, c'est quelque chose qu'on analyse de très près. Parfait, et justement, on se rend compte qu'il y a vraiment cette notion de confort, d'aérodynamique, et tout à l'heure on a eu la chance de voir ces 3 casques en vrai, et on se dit il y a quand même une notion d'esthétisme, il faut que les casques ils soient beaux, parce que les amateurs qui nous écoutent et qui vont porter ces casques, sans citer d'autres marques, des fois on voit vraiment des casques arriver sur le marché professionnels qui ont un design, on va dire, un petit peu original. Là, c'est vraiment des produits qui sont beaux. Quelle est l'importance qu'on donne au design quand on développe un produit vraiment pure performance? Encore une excellente question. On a eu la chance de travailler avec Oakley qui comprend vraiment les 2 points de vue grâce à son expertise en lunettes. Je pense que notre rôle a été de les aider à appliquer ces concepts à leur casque et ça s'est fait en plusieurs étapes. On a commencé par un design guidé par les données. On utilisait les données pour façonner des formes aérodynamiques, optimiser les flux et analyser comment le système interagit dans son ensemble. Donc, au départ, on orientait vraiment le design à partir des données. Ensuite, on intégrait aussi les designers et le processus créatif pour lesquels Oakley est reconnu afin d'apporter des idées, de collaborer et de fusionner tout cela en concept concret. On avait donc d'un côté l'ingénierie et le design piloté par les données, et de l'autre un design plus esthétique. Et on a vraiment travaillé sur la manière dont ces 2 approches pouvaient se compléter. Ce qui a été particulièrement intéressant, c'est qu'à la fin du processus, lorsqu'on a tout assemblé, certaines idées venues du design esthétique ont fait en sorte de rendre le casque encore plus rapide. C'était vraiment super. Et honnêtement, ce n'était pas facile à faire. Dans beaucoup d'entreprises, quand on est guidé par le design, les ingénieurs sont parfois mis de côté, et inversement, quand ce sont les ingénieurs qui prennent le lead, le design peut être négligé. Avec Oakley, il y a eu un vrai équilibre, et c'est quelque chose qui a été vraiment stimulant. En tant qu'ingénieur, ce qui m'importe avant tout, c'est la performance. L'esthétique passe en second pour moi. Mais j'ai vraiment apprécié cette collaboration, et au final, je pense qu'on a un meilleur produit grâce à cette approche commune. But you are happy of this design? Bien sûr, je suis vraiment satisfait du design, notamment de la rapidité avec laquelle on a réussi à y parvenir. En fait, on n'avait que 7 mois entre le moment où Tudor a rejoint le projet et le lancement de la production. Réussir à développer 3 casques en 7 mois, c'est énorme. Et on est allé en soufflerie un nombre incalculable de fois. On a eu tellement de journées de tests, des réunions chaque semaine.
C'était une période vraiment intense, et en plus de toutes les autres missions que j'avais à gérer pour mener ces produits à terme. Et en tant que responsable justement innovation de la team Tudor, quel est l'impact, quelle est la partie que vous allez vraiment le plus étudier? Est-ce que c'est le vélo? Est-ce que c'est les pneus? Est-ce que c'est l'aérodynamique sur une course comme Paris-Roubaix justement? Ouais, bien sûr. En fait, tout dépend des exigences que l'on cherche à surmonter. La première chose qu'on fait, c'est de comprendre ces exigences. Et chaque course, chaque coureur a des besoins différents. Tu sais, un sprint en descente pour Avid aux Émirats Arabes Unis, ce n'est pas du tout la même chose que Julian Alaphilippe qui grimpe à Liège ou que Marco Haller qui roule sur Paris-Roubaix. Dans notre objectif, c'est vraiment de construire une compréhension précise des exigences propres à chaque situation. Et à partir de là, on regarde tout le système dans son ensemble pour se demander quelles sont les opportunités d'optimisation. Ce qu'on fait, c'est qu'on mesure l'énergie en jeu, parce que le cyclisme est un sport extrêmement axé sur les données et on dispose de beaucoup d'informations sur ce que le coureur produit comme énergie. Donc en tant qu'ingénieur, notre rôle est de comprendre où va cette énergie. Tous les watts que tu mets dans le vélo, où est-ce qu'ils partent? Et on sait qu'ils sont absorbés par plusieurs choses, la traînée aérodynamique, la résistance au roulement des pneus, les pertes gravitationnelles, les pertes dans la chaîne. On peut mesurer combien d'énergie est absorbée par chaque élément et ensuite on évalue où il faut concentrer nos efforts pour réduire cette demande. On se concentre principalement sur l'aérodynamisme parce que c'est là que la majeure partie de l'énergie est perdue. Mais sur une course comme Roubaix, par exemple, on sait que la résistance au roulement, c'est-à-dire l'énergie que tes pneus perdent, surtout pour les pavés, devient extrêmement importante. Ce qu'on observe, c'est que sur des routes normales, la pression des pneus a un impact assez limité. Si tu passes d'une pression très haute à très basse, tu perds peut-être 5 à 10 watts maximum. Mais sur les pavés, la différence peut monter jusqu'à 70 watts. Parce que les pavés génèrent énormément de vibrations, ils soulèvent et secouent un cycliste de 80 kg en permanence. Il a donc beaucoup d'énergie qui est gaspillée à faire monter et descendre le cycliste au lieu de simplement le faire avancer. Donc si tu arrives à réduire les vibrations, en gros, tu réorientes plus d'énergie vers l'avant plutôt que de la perdre dans des mouvements verticaux inutiles. Le défi avec Roubaix, c'est qu'il y a aussi 200 km de bitume, donc il faut optimiser à la fois pour l'asphalte et pour les pavés. Si c'était uniquement une course sur pavé, on utiliserait un VTT. C'est vraiment un jeu d'équilibre subtil entre ces deux exigences et ce n'est pas simple. Avec l'équipe, on n'a d'ailleurs pas fait Roubaix l'an dernier, même si on aurait pu parce qu'on n'était pas prêt. On n'avait pas encore la technologie, le package, l'innovation nécessaire pour offrir à nos coureurs une vraie chance de performer. Donc on a pris le temps de bien faire les choses. On a commencé ce travail il y a déjà 18 mois. On a fait des tests en novembre, puis on a refait des tests en février, pour s'assurer qu'on ait le bon package afin que nos coureurs aient vraiment confiance en leur capacité à réussir. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'ils vont gagner la course? Non. Mais est-ce que ça leur donne des réelles chances de succès? Oui. Et on voit que les pneus, ça a vraiment une importance très forte. Est-ce qu'il y a une différence entre le pneu avant et le pneu arrière en termes de pression, justement? Très bonne question. On sait que sur un vélo de route, la répartition du poids est légèrement différente par rapport à un vélo de contre-la-montre, par exemple, mais dans l'ensemble, la différence de poids reste assez marginale. Sur un vélo de route classique, tu as environ 48% du poids sur le pneu avant et 52% à l'arrière. Donc il y a une légère différence, mais on parle d'un écart très faible, peut-être 0,1 bar de pression, quelque chose comme ça. Ce n'est pas énorme, mais ça dépend aussi du poids du cycliste. Plus le cycliste est lourd, plus le déséquilibre sera marqué. Plus il est léger, plus la répartition sera équilibrée. Donc pour la plupart des cyclistes, la différence reste minime sur un vélo de route. Et tout à l'heure, on parlait de l'arrivée d'Alaphilippe. Quel est l'impact de l'arrivée d'un tel coureur au sein de l'équipe sur l'innovation et tout ce que vous devez mettre en place pour atteindre cette fameuse performance? L'arrivée de Julian dans l'équipe a été un moment fort pour Tudor Pro Cycling. C'est évidemment une légende du cyclisme, mais c'est surtout qu'il apporte une richesse d'expérience que notre équipe n'avait pas encore. On a de jeunes coureurs très prometteurs, avec une vision à long terme et une stratégie de développement, mais on savait qu'il nous fallait quelqu'un comme Julian, avec son vécu, pour accompagner cette progression, quelqu'un qui a couru à plus haut niveau, participé aux plus grandes courses plusieurs fois. De notre côté, ce qu'on essaye de lui apporter, c'est de l'innovation, de nouvelles approches, des manières différentes de s'entraîner, peut-être même des stimulations inédites. L'idée, c'est vraiment de prolonger sa carrière, de l'aider à retrouver un second souffle. Il a connu une période très faste, il a traversé des moments plus compliqués et aujourd'hui on pense sincèrement pouvoir l'aider à revenir vers un nouveau pic de performance. On est confiant et on espère ensemble
voir cette dynamique se concrétiser. Et on parle justement d'Alaphilippe, de grandes courses, de grandes classiques. On a appris très récemment que la Tudor Pro Cycling Team allait participer au Tour de France. Quel est l'impact de la participation à une telle course sur la partie innovation, sur la partie potentiellement partenariat et tout ce qui se cache derrière? Est-ce que vous avez vraiment une volonté d'aller performer sur ce Tour de France ou c'est vraiment une découverte de cette classique? Oui, clairement. Julian fait partie des raisons principales pour lesquelles on va au Tour de France. C'est quelque chose qu'on a abordé dès le départ, quand on a réfléchi aux coureurs et à la manière dont on pouvait faire évoluer l'équipe. Et c'est certain, notre objectif sur le Tour de France, c'est d'être présent. On n'y va pas juste pour participer et prendre un dessert, on veut vraiment exister dans la course. On sait aussi que le parcours, notamment les 10 premiers jours, est particulièrement favorable à des coureurs comme Julian, mais aussi à Marc Hirschi. On y va avec un programme orienté vers le sprint, on aura des coureurs solides pour les échapper. En revanche, pour le moment, on n'y va pas avec des ambitions de classement général. Je pense que c'est clair que pour notre premier Tour de France, on s'oriente vraiment vers des objectifs de victoire d'étape. Mais on veut surtout être là pour montrer le maillot, pour faire la compétition, pas simplement pour faire acte de présence ou remplir le peloton. Et pour finir sur une dernière question, justement pour comprendre vraiment l'impact de la partie innovation au sein de la Tudor Pro Cycling Team, vous êtes combien aujourd'hui à étudier toutes ces parties-là? Tu as combien de personnes dans ton staff qui viennent t'aider pour aller challenger un petit peu tous ces enjeux? Oui, notre cellule d'innovation a énormément grandi. C'est d'ailleurs l'un des piliers majeurs de l'équipe Tudor. Je dirige cette cellule en tant que responsable de l'innovation et sous ma responsabilité, j'ai 3 ingénieurs à plein temps, un designer industriel, des doctorants et des data scientists. Ensemble, ils nous aident à mieux comprendre collectivement les exigences de la performance. On analyse, comme je l'ai dit, où va l'énergie, on identifie les pertes, on cherche à transformer un maximum cette énergie en vitesse. Une grande partie du travail est faite en interne, mais on collabore aussi avec certains partenaires stratégiques. Et ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est d'agir différemment par rapport à d'autres équipes. Historiquement, et je travaille dans le cyclisme depuis longtemps, beaucoup d'équipes fonctionnent de manière assez classique. Nous, on veut sortir de ce cadre. En général, dans le cyclisme, l'innovation se passe comme ça. Tu dis à ton partenaire, ok, on a besoin de nouveaux casques, il part travailler de son côté, puis il revient quelques mois plus tard avec un produit en disant, voilà. Mais ce qu'on a proposé, c'est d'inverser un peu la logique. Est-ce qu'on ne pourrait pas, nous aussi, mettre de l'énergie dans ce processus? Parce qu'on comprend que ça coûte de l'argent, et pour les partenaires, l'une des principales raisons d'investir, c'est d'avoir un retour sur investissement. Mais pour nous, notre monnaie, ce n'est pas l'argent, c'est la performance. Donc investir pour obtenir de la performance en retour, c'est l'essentiel. Surtout quand on voit à quel point une équipe cycliste peut être coûteuse. Alors on a pris une décision stratégique, on a décidé d'allouer des ressources à ce domaine. On aurait pu signer des coureurs plus bankable, mais on a préféré investir cet argent dans l'innovation parce qu'on pense que ça bénéficie à tout le monde. Et si on peut rendre un Julien Alaphilippe ou un Marc Hirschi 2% plus performant, alors la valeur de cet investissement est énorme. C'est dans cette logique qu'on collabore avec nos partenaires. On a d'ailleurs des partenaires fantastiques, Oakley, BMC, Asos, DT Suisse. On construit avec eux des relations solides sur le long terme pour développer des produits adaptés à nos besoins spécifiques et en co-construction. C'est assez unique dans le monde du cyclisme. Et on peut se permettre cette approche parce qu'on a une vraie vision à long terme. Grâce à Juno, on peut se projeter à 2, 3, 5, voire 10 ans. Peu d'équipes dans le peloton peuvent vraiment penser aussi à long terme et c'est ce qui nous permet d'avancer de manière rigoureuse, scientifique, tournée vers l'avenir. Kurt, thanks for your patience, thanks for this exchange and have a nice day. Thank you. Thank you. Ciao, ciao. On se rend compte que l'innovation, finalement, est vraiment au cœur des teams pro cyclistes et désormais, on va recevoir l'ingénieur de la partie de chez Oakley qui a travaillé sur toute la partie aérodynamique de la partie casque et aussi celle des lunettes. Pour commencer, j'ai l'honneur de recevoir le responsable innovation sur cette partie vraiment casque et lunettes d'Oakley. Je tiens vraiment à m'excuser si je te pose des questions qui vont se répéter par rapport à ce que tu as pu nous dire tout à l'heure en conférence pour aller chercher de l'information justement pour nos auditeurs. Tout d'abord, comment tu définirais toi le terme aérodynamique ? Merci pour l'accueil. Ma définition de l'aérodynamisme, c'est réduire la traînée sans générer d'autres inconvénients. En d'autres termes, comment te rendre plus rapide du point de vue de la résistance à l'air sans te faire surchauffer. Il ne s'agit pas juste de réduire la traînée, mais de le faire sans sacrifier d'autres aspects de la performance. Et aujourd'hui,
sportifs amateurs, les cyclistes amateurs se professionnalisent de plus en plus. Ils ont un nutritionniste, ils ont un coach, ils regardent les datas. Quelle est l'importance de l'aérodynamique pour les cyclistes amateurs par rapport aux professionnels? Pour un amateur qui prend les choses au sérieux, c'est un vrai facteur d'égalisation. Aujourd'hui, tout le monde porte des casques aéro. Si tu portes encore un casque très ventilé mais lent, tu renonces à de la vitesse gratuite. Tu te rends volontairement plus lent juste pour être un peu plus au frais. Donc pour ce type de cycliste, l'aérodynamisme devient un standard, un élément de base pour rester dans la course. Tout le monde en porte. Donc si toi tu ne le portes pas, tu te mets automatiquement en retrait par rapport aux autres. Tu leur donnes un avantage, c'est clair. En tant que cycliste amateur moi-même et pour connaître un petit peu aussi les auditeurs, on se rend compte que tout le monde est vraiment passionné, que ce soit de l'aspect entraînement, nutrition, mais vraiment aussi matériel. Et là, l'ambition, c'est vraiment de comprendre comment on conçoit un casque pour la performance. Finalement, la partie conception, innovation, elle part de quel concept? Est-ce que vous avez des tests? Est-ce que vous faites une veille sur les autres casques qui existent sur le marché? Eh oui, ça prend beaucoup de temps. Ce n'est pas quelque chose que tu fais du jour au lendemain. Il faut aussi savoir exactement où tu veux aller. Tu ne peux pas avancer si tu n'as pas une sorte de carte, une direction claire. Il faut définir des objectifs de performance très précis, des repères, des standards contre lesquels tu peux te mesurer ou que tu veux dépasser. Ensuite, il faut y consacrer du temps, de l'énergie et de la détermination. Dans notre cas, ça impliquait la création de 3 nouveaux mannequins qu'on a emmenés en soufflerie 13 fois, voire 11 selon les séries. C'est un vrai engagement à long terme, mais c'est ce qu'il faut si tu veux atteindre un haut niveau de performance. 2 dépassages en soufflerie ont été réalisés à Silverstone avec des coureurs en conditions réelles et on a effectué près de 2000 runs, encore et encore, en itérant à chaque fois. On testait systématiquement par rapport à notre benchmark à chaque session. Jamais une seule fois on est allé en soufflerie sans comparer à des références claires, à des standards que l'on pouvait atteindre ou dépasser. Oui, c'est absolument indispensable. Tu dois le faire. Sinon, les souffleries n'ont pas vraiment de valeur en elles-mêmes. Elles sont surtout utiles pour faire des comparaisons. Tu ne peux pas juste dire « je produis X grammes de traînée » parce qu'en soi, ce chiffre ne veut rien dire si tu ne le compares pas à celui d'un autre casque, d'un autre produit ou même à ton propre benchmark précédent. Tu dois comprendre le paysage global, savoir où tu te situes pour pouvoir t'orienter et progresser. Pour une marque comme Oakley, justement, toute cette partie R&D, recherche de performance, elle est basée où? De mon côté, j'ai une formation en ingénierie mécanique et en mathématiques. J'adore apprendre. Je me suis retrouvé à lire énormément sur les protocoles de test en soufflerie, sur l'aérodynamique, à essayer de comprendre les mécanismes de la traînée et comment d'autres industries s'y prennent pour la réduire. Et travailler avec un partenaire comme Tudor, qui a une équipe entière dédiée à l'innovation, ça nous permet d'explorer toutes les pistes, même les plus audacieuses, et d'intégrer ensuite toutes ces connaissances collectives dans un produit final cohérent. L'idée, c'est vraiment de viser juste. Alors oui, bien sûr, il y a des imprévus, des ratés en cours de route. Ce n'était pas un parcours parfait. Il y a eu quelques accros, des moments où on a trébuché, mais on a trouvé notre chemin et on a corrigé le tir là où c'était nécessaire. Et quels sont les retours les plus surprenants que tu as pu avoir de la part de certains membres de l'équipe justement Tudor lors de cette partie innovation et recherche? Oui, parmi les retours les plus marquants qu'on a eus, il y avait notamment ceux liés aux lunettes. Évidemment, on ne peut pas faire rouler les coureurs avec des casques qui ne sont pas encore finalisés, qui ne sont pas sortis des moules et qui sont encore en mousse. Et on ne peut pas non plus leur faire porter des casques imprimés en 3D. Ce ne serait ni confortable ni sécurisé. Donc ce qu'on a fait, c'est leur présenter les casques, leur montrer les designs, les conseils, pour qu'ils puissent donner un premier avis, même s'ils n'étaient pas encore en conditions réelles. La majorité des retours qu'on a eus à ce moment-là portaient surtout sur des éléments comme l'ajustement. Notre système de maintien interne est entièrement nouveau pour ce casque. Il ne ressemble à aucun casque Oakley précédent et on voulait vraiment que le confort soit optimal. Quand on leur a montré les premiers prototypes en janvier 2024, ils étaient tous très enthousiastes par rapport à l'apparence, à la forme du casque. Mais les surprises, les choses qui sortaient un peu de nulle part, venaient souvent de nos propres essais, de nos explorations. Par exemple, on a commencé avec un casque à longue queue, parce que l'on voulait voir jusqu'où on pouvait aller dans cette direction.
Puis on a développé une version avec eux plus courte, on l'a testé en soufflerie et en fait les résultats étaient pratiquement équivalents. Donc on a vraiment laissé les données de test nous guider et on a ensuite travaillé avec notre équipe de design industriel pour que le casque garde l'ADN visuel Oakley tout en étant performant et parfaitement adapté aux exigences de Tudor Pro Cycling. Et ce que j'adore dans ce contenu qu'on enregistre justement quelques jours avant Paris-Roubaix, on se rend compte que nous en tant qu'amateurs, l'impact d'un tel développement avec une team pro sur un casque, sur des lunettes, on va le voir que à la saison, donc au printemps 2026, lors de la sortie du produit au grand public. Mais finalement, toi, ça fait combien de temps que tu as commencé à travailler un petit peu sur ce produit-là ? Oui, je suis vraiment excité, vraiment. C'est un immense enthousiasme. On a commencé ce processus, notre première session en soufflerie, c'était en juin 2023. Et à ce moment-là, c'était uniquement pour établir des benchmarks. On a acheté tous les casques concurrents qu'on a pu trouver. On savait que d'autres allaient bientôt sortir. On les avait déjà vus dans le peloton. Mais avant même d'aller en soufflerie, on passait déjà des coups de fil à des amateurs locaux, que ce soit des amis à moi avec qui j'ai couru ou des potes qui m'ont mis la misère dans plein de montées. Ce casque est destiné avant tout aux athlètes de haut niveau, aux professionnels, mais on a clairement pris en compte l'avis des amateurs pendant tout le développement, parce qu'on sait à quel point c'est important aussi. Et pour finir, une dernière question que j'ai vraiment envie de te poser, parce que je l'ai senti lors de cette conférence, lors de notre échange, il y a vraiment la passion qui t'anime. Toi, quand tu travailles sur un projet comme ça représente quoi en termes de temps, d'investissement, de veille aussi que tu vas faire sur le marché avec tes équipes ? Et pour ce qui est de mon implication, c'était énorme. Je sais que ça sonne comme une réponse toute faite, mais j'ai été présent à quasiment toutes les sessions en soufflerie possibles. J'ai passé des semaines entières dans le Kansas, là où se trouve la soufflerie qu'on utilisait. Ça a été un vrai engagement personnel du début jusqu'à la fin. J'ai moi-même un passé en cyclisme amateur. J'adore rouler, j'adore courir. Et j'avais vraiment envie de créer un produit dont je puisse être fier de le voir dans le peloton pro, mais aussi fier de porter moi-même. C'est un projet dans lequel je me suis vraiment investi émotionnellement. Il compte énormément pour moi et son succès aussi. Le voir arriver sur le terrain, voir les premières victoires de la saison avec l'équipe Tudor, tout ça, c'était vraiment une immense satisfaction. Et maintenant, on arrive à cette étape décisive, le lancement sur le marché, où ces casques vont enfin être portés par d'autres cyclistes, pas seulement les pros. C'est hyper excitant de voir le projet devenir réel pour le grand public. Ouais, je suis plus que ravi. Franchement, j'ai l'impression qu'un petit poids s'est enlevé de mes épaules. Bon, évidemment, il y a toujours quelque chose à améliorer, toujours du boulot à faire, mais là, c'est un moment vraiment fort. Et ce qui est super, c'est de voir aussi les autres personnes impliquées dans le projet ressentir cette joie collective de voir tout ça fonctionner. On a un groupe de discussion entre nous, ceux qui ont bossé sur le projet, et c'est juste trop cool du genre regarde cette photo de Rick qui gagne la course, ou checker la victoire de Marc en début de saison, ouais, c'est avec notre casque. C'est ce genre de moment qui te rappelle pourquoi tu fais tout ça. C'est genre waouh. Franchement, on est parti de zéro absolu sur ce projet. On a vraiment voulu repartir d'une page blanche, ne pas s'appuyer sur ce qu'on avait déjà fait par le passé, pour se donner toutes les chances de créer le meilleur produit possible sans être influencé par les anciennes références. Et aujourd'hui, voir que ça porte ses fruits, c'est énorme. Voir les gars faire leur reconnaissance ces 2 derniers jours, porter les casques, les lunettes, rouler et courir dans des lieux où j'ai toujours vu à la télé, c'est irréel. C'est la première fois que je vais en France, et la semaine dernière, c'était ma première fois en Belgique. Donc ouais, vivre tout ça en vrai, avec notre produit sur la tête des coureurs, c'est juste, c'est immense, c'est énorme. Jusqu'à présent, je n'avais vu le Tour des Flandres que à la télé, et là, me retrouver dans la voiture de l'équipe, à monter ces côtes mythiques, avoir Marco à l'attaque toute la journée, c'est l'un des trucs les plus excitants que tu puisses imaginer, quoi. Merci à tous nos invités, justement, pour cet épisode à quelques heures avant Paris-Roubaix. Et on a essayé de comprendre un petit peu ce qui se cache derrière l'athlète, ce qui se cache derrière l'innovation, le monde du cyclisme professionnel. Si cet épisode vous a plu, on compte sur vous pour nous faire un retour sur les différentes plateformes d'écoute. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un cycliste et à très vite. Ciao, ciao. Cet épisode vous a été proposé par Oakley, partenaire officiel du Paris-Roubaix.